pense que notre société générale est plus axée sur la répression que sur la prévention. Mais évidemment, la prévention, c'est un système qui coûte cher et dont on ne voit pas le résultat. Il faut parler du suivi du policier, du policier, du pompier, du médecin, parce qu'aux urgences, c'est la même chose, quoi. Et nos policiers sont confrontés très régulièrement à des situations extrêmement choquantes, quoi. Ils voient des morts, ils voient des blessés, ils voient des enfants, ils voient des femmes battues. Moi, je trouve qu'on ne prend pas assez en compte le fait que, à la limite, parfois, ils sont sujets à un syndrome de traumatisme. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Derde et Philippe Frénière, fondateurs de Police pour la Vérité Belgique. Ça fait longtemps qu'on devait se rencontrer et c'est un plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé en Belgique, par rapport à la police on a pris un sacré coup au niveau de son image aussi. Et justement, vous êtes des résistants au sein de la police. Rappelez peut-être à ceux qui ne vous connaissent pas, justement, quel grade chacun vous aviez, quelle fonction vous aviez au sein de la police. Allez, je commence. Voilà, moi j'étais inspecteur principal et j'étais un enquêteur de l'ex-police judiciaire, qui est devenu la police judiciaire fédérale à Bruxelles, et j'étais un enquêteur financier pendant 17 ans. Financier pendant 17 ans. Et j'ai terminé ma carrière là, et depuis un an maintenant, je suis en non-activité préalable à la pension. Donc la pré-pension du policier. Voilà. Et c'était 40 ans de carrière au total. Alors moi, je suis premier commissaire divisionnaire, donc qui est le plus haut grade à la police belge. Ah, c'est le... Oui, c'est le plus haut grade. Le top. Le top, même si ce n'est pas les plus hautes fonctions que j'ai occupées, mais c'est le plus haut grade. Il y a pas... Le commissaire général, il est comme moi, premier commissaire divisionnaire. J'ai 37 ans de carrière. Je suis aussi, comme Philippe, maintenant en non-activité préalable à la retraite. Et ma carrière, ça a été 37 ans à être sur le terrain et à m'occuper principalement de services d'ordre, de maintien d'ordre public, d'opérations de police, etc. Donc je n'ai jamais fait de logistique, j'ai toujours été sur le terrain, sur le terrain ou en second plan. Par exemple, j'ai été responsable du service 101 dans la province du Brabant wallon. Et donc, quand j'ai vu l'évolution, j'ai dit à un certain moment j'arrête. Et c'est pour ça que je me suis détaché de la police et que je suis parti en activité préalable à la retraite aussi. Et que j'ai décidé en même temps de travailler pour pas faire changer les choses, mais pour faire évoluer les choses. Oui, donc il y a quand même une forme aussi de dégoût. Si vous quittez, en tout cas, vous auriez pu encore un peu rester, mais aussi vous ne pouviez pas parler quand vous étiez. On en parlait avant. Justement, il y a un devoir de réserve dont on va discuter, parce que c'est un peu flou. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le Covid arrive, quand comment peut-on l'appeler, certains disent la pandémie. En tout cas, vous remettez en question le discours officiel. Bien sûr. Et ça passe pas. Je peux peut-être expliquer, mais donc moi, je suis appelé le 13 mars 2020 par les services du gouverneur. Donc 5 jours avant le confinement. 5 jours avec le vrai confinement, et il est décidé de mettre en place un centre de crise au niveau de la province. On m'appelle parce que j'ai une formation en planification d'urgence, donc en gestion de plans catastrophes, etc. Et donc, on m'appelle et on me demande si je ne veux pas être le représentant de la discipline policière. J'ai dit oui, bien entendu. Donc, je suis rentré dans ce centre de crise, et donc j'ai vu tout, puisqu'on travaille avec l'aide médicale, avec les pompiers, avec la logistique et tout. Donc, j'ai vu toute l'évolution de ça. J'y ai participé grandement. Ouais, j'ai mis en place des contrôles frontières, j'ai mis en place les centres de vaccination et tout ça. Mais j'ai vu en même temps qu'il y avait vraiment un déphasage entre la réalité des choses et les mesures qu'on imposait. Ouais, et puis le discours médiatique qu'on entendait d'un côté. Et le discours médiatique. Par exemple, à un certain moment, on devait mettre devant les hôpitaux des centres de tri parce qu'on s'attendait à un afflux massif
Et en fait, il n'y a jamais rien eu, quoi. Il n'y a pas eu d'afflux massif. Il n'y a pas eu d'afflux massif. Moi, j'ai été visiter tous les hôpitaux de la province et tout était. Je ne vais pas dire il y a peut-être eu des cas, moi je ne le nie pas, hein, ça, mais venir dire que ça a été un événement d'ampleur, moi je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Par contre, je pense que certaines mesures ont amené d'autres problèmes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Comme par exemple le confinement, empêcher les gens de bouger, aller verbaliser des jeunes qui jouent sur un terrain de basket. Je ne trouvais pas ça normal. Et donc, à un certain moment, moi, j'en ai parlé au sein de la police. On n'a pas voulu m'écouter. J'ai dit, OK, c'est bon. Et puis, on a dit, oui, mais enfin, t'exagères et tout. Alors, j'ai dit à ce moment-là, ben, si vous ne voulez pas m'entendre, moi, je m'en vais. Et c'est vrai que j'en ai parlé lors d'une interview, et ce qui m'a valu une procédure disciplinaire, avec à la clé une sanction lourde. Donc, voilà. Et la procédure est encore en cours. Juste Donc, pour avoir parlé, en fin de compte, exprimer un autre avis. Et je ne me suis même pas exprimé sur les mesures, mais sur les difficultés de l'application des mesures par des policiers sur le terrain. Je peux donner des tas d'exemples. Hein. Ceux qui connaissent un peu la province, on a la pointe de Givet qui se trouve dans la province de Namur. Certains pouvaient traverser pour aller jusque de l'autre côté, et d'autres devaient faire le tour en fonction d'où ils habitaient. Et donc, il y avait vraiment des mesures. Si c'était en plein air, ça allait, mais celui qui avait une grande véranda et qui ouvrait toutes ses vitres, ben, il ne pouvait pas. Donc, c'était vraiment très particulier, quoi. Et je voyais mes collaborateurs qui avaient des difficultés à appliquer ça, qui ne comprenaient pas, et alors une certaine animosité de la part de la population qui était compréhensible. Oui, donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que on a mis des êtres humains, des policiers sur le terrain dans des situations absurdes qui ont créé de la tension avec la population. Et ceux qui soulignent, je ne suis pas étonné de ça parce que c'est partout la même chose dans l'enseignement, le corps médical, et ceux qui soulignent que ça crée des problèmes plus que d'en résoudre, ils se prennent des sanctions. C'est incroyable. Oui, ben moi je ne l'ai pas vécu de près puisque j'étais un enquêteur en police judiciaire, mais j'ai des échos, évidemment on se parle entre collègues et les échos étaient les mêmes. Et ce qui s'est passé par rapport à Stéphane, c'est qu'il n'a été que le reflet de la pensée de ses collaborateurs. Quoi, beaucoup pensent la même chose? Beaucoup? En tout cas, une partie, certainement, Plus que ce qu'on croit. plus que ce qu'on ne croit, Ok. de collaborateurs se sont posés des questions par rapport à la mise en application de ces mesures. Maintenant, on a eu des gens qui ont été vraiment dans le sens de ce qu'on leur demandait, des mesures prises, etc. On a même vu parfois certains... Enfin, moi, je parle d'abus, mais il y a des choses qui n'ont pas été. Et même au niveau du monde judiciaire, il y a des procureurs du roi qui ont dit ça on ne peut pas appliquer parce que c'est en contradiction. Oui, notamment le masque. Voilà, et d'autres choses aussi. Hein. Le fait de pénétrer dans un domicile sans vraiment un réquisitoire judiciaire, etc. On ne peut pas le faire, quoi. Enfin, sauf dans Ce ces que cas-là. permet la loi pandémie wallonne maintenant, hein, de rentrer dans les domiciles. C'est-à-dire, si l'OMS devait décréter une pandémie, ils peuvent rentrer dans les domiciles. On avait beaucoup parlé avec le juriste Thierry van der Linden, rentrer dans les domiciles, même tuer des animaux de compagnie. Je veux dire, c'est pas du Enfin, délire. Hein. c'est pas du délit. Et donc, Philippe, il y a beaucoup de collègues qui, je veux dire beaucoup, plus que ce qu'on croit, qui sont en fin de compte en opposition avec ce qui s'est passé, Bien sûr, mais qui se taisent. bien sûr. Donc, Soit ils ont la pression de la hiérarchie, soit ils se tiennent au devoir de réserve. Et ce devoir de réserve, c'est quelque chose de... Je n'aime pas. Sincèrement, moi, je n'aime non, pas. parce que c'est plutôt le devoir Je de... suis... Désolé, c'est plutôt un peu le devoir de fermer sa gueule, non? Oui, on peut le C'est moi qui l'ai dit, hein. Oui, oui, oui. je te laisse. Mais parce qu'il y a le devoir, il y a aussi l'obligation de désobéir, Philippe Stéphane. Il y a aussi le fait Et qu'on il y ne a- peut pas obéir, on en parlait avant, Il y a hein, plein de choses. un ordre Il y a d'une illégal. il y a d'une part le devoir de réserve, et puis il y a aussi tout ce qui est secret d'instruction, secret médical pour les Ouais. médecins, etc. Donc on est quand même pris dans toute une série de secrets et de devoirs. Et passer au travers, c'est pas évident. Et puis, puis comme j'ai dit, hein, on avait des pressions de la hiérarchie qui étaient quand même assez importantes. Normal si on veut,
dans certains cas, moins normales dans d'autres. La hiérarchie qui est politisée, partisane, Je ne sais pas qui obéit juste. à 100%, mais effectivement, voilà, le système tel qu'il est mis en place, je trouve, ne donne pas la possibilité de pouvoir avoir une autonomie ou une indépendance par rapport à un certain pouvoir, à une certaine autorité. Et donc, du coup, ben oui, si on veut continuer son métier, si on veut continuer à pouvoir exercer un mandat ou quoi que ce soit, il faut à un certain moment peut-être aller dans le sens et donc on perd une certaine liberté. C'est liberté que moi j'avais parce que je n'étais pas directement avec les politiciens et donc je pouvais me permettre dans le centre de crise d'exprimer un certain nombre de choses, mais toujours dans le respect des lois et tout ça. Mais j'avais un peu plus de liberté que d'autres personnes, oui, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui vous répondaient les collègues quand vous disiez, mais quand vous mettiez en évidence une absurdité, par exemple, qu'est-ce qu'ils disaient Il y a un moment où ils disent, allez, moi je l'ai eu une fois où je parlais d'un problème, je dis, mais enfin, il faut imaginer l'absurdité de cette mesure. Il dit, oui, je sais, mais enfin, elle est là, Il faut obéir, quoi. elle est là. Et là, j'ai dit, et c'est ce qui m'a été reproché aussi. Je voyais aussi l'absurdité des mesures, je voyais aussi l'incohérence, la difficulté de la mettre en œuvre. Et donc, moi, je l'ai appliqué, entre guillemets, à ma sauce. Moi, je suis policier, je suis un gardien de la paix, je suis très engagé dans la police de proximité. Et donc, moi, pas du tout dans la répression, mais plutôt dans la prévention, dans l'éducation. Qui est Et beaucoup plus valorisante, hein. ah, je trouve, mais ça c'est personnel, mais je trouve aussi que c'est beaucoup plus valorisant et que quand un policier vient et dit, Monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas correct, mais je ne vous verbalise pas, mais je demande que vous cessiez ça, ben, je trouve ça bien et on explique aux gens et on leur donne les raisons et ça, moi, je trouve ça bien. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui vont appliquer, entre guillemets, bêtement la loi. Est-ce que c'est un problème de formation des policiers dont on va parler, ou est-ce qu'en fin de compte c'est un problème social, parce qu'on voit que la plupart des gens on leur a appris à obéir en se taisant, à obéir à n'importe quoi, que ce soit les enseignants, le corps médical. Oui, on est d'accord avec toi, on est tout à fait d'accord avec toi, mais on doit obéir. C'est pas propre à la police, Non. parce qu'à la limite la formation des policiers avant était meilleure qu'aujourd'hui, où j'ai Elle j'ai était Elle était pas entendu meilleure, en elle interne était, que non, c'était un peu. elle était pas meilleure, elle était différente. Elle Elle était était différente. différente. Elle était différente. Et puis il y a une évolution de la société qui est comme ça. On est en train de dualiser, de polariser. Il y a le bien, il y a le mal. Et si on est dans le bien, ben, ça va. Et si on est dans le mal, ben, on est mauvais. Et on supprime. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça commence dans l'enseignement, ça se suit dans notre formation, ça se suit dans tout. On supprime l'esprit critique. Donc on ne peut plus remettre en cause une loi, on ne peut plus remettre en cause une idée, on ne peut plus, et on l'a bien vu dans le cadre de cette crise, où il y a des tas de gens qui ont été ostracisés, alors que finalement ils ne venaient qu'avec une idée différente, quoi. Et ça, moi je trouve ça, à un certain moment, je me dis, c'est pas ça la démocratie, quoi. Ouais, et dans la police, ça fait du dégât parce que je veux dire, le flic, il est sur le terrain, donc quand on lui demande d'obéir à un ordre avec lequel il n'est pas d'accord, ça crée ce qu'on appelle en psychologie sociale une dissonance cognitive qui fait qu'ils peuvent se sentir très mal. Alors ça peut avoir des effets, des répercussions sur la famille, sur la violence intrafamiliale, sur la consommation de drogue, d'alcool, mais aussi sur le suicide. Il y a quand même pas mal Il y a des suicides dans la il y a quand même police. pas mal de suicides dans la police, on n'en parle pas trop. On en parle pas Je trop. pense qu'à un moment donné, les policiers pouvaient revenir avec leur arme de service À la chez maison. eux, c'est fini ça. Notamment, Oui, oui. Enfin, notam- où ils doivent justifier, quoi. notamment aussi à cause qu'ils se suicidaient la plupart du temps avec leur arme de service. Ah ben Donc, encore maintenant, ils se suicident avec leur arme de service. La seule chose, c'est qu'ils vont la chercher ouais. à la caserne plutôt que de l'avoir chez eux. Mais effectivement, et ce mal-être, on en parlait encore en venant ici, ce mal-être, on ne se rend pas compte que notre métier est un métier extrêmement difficile. Hein, je vais, allez,
Hier, il y a 2 jours, Il y a 2 jours. on a encore un collègue qui a été tué Ouais, on a entendu lors d'une opération policière. Et nos policiers sont confrontés très régulièrement à des situations, enfin les policiers de terrain, très régulièrement à des situations extrêmement choquantes, quoi. Ils voient des morts, ils voient des blessés, ils voient des enfants, ils voient des femmes battues, ils voient enfin, toute une série de choses. Et moi je trouve qu'on ne prend pas assez en compte le fait que, à la limite, parfois, ils sont sujets à un syndrome Ouais, de Post-traumatique. traumatisme post-traumatique. ils ont pas assez de suivi psy ou des gens avec qui parler. Je pense qu'on ne fait pas assez ça. Et ça, c'est aussi un de nos objectifs. Donc, on a parlé du recrutement, on parle de la formation, mais on parle aussi, moi je pense aussi qu'il faut parler du suivi du policier, du policier, du pompier, du médecin, parce qu'aux urgences, c'est la même chose, quoi. Mais on ne tient pas assez compte de ces difficultés psychologiques de ces métiers. Et ce qui, Tu sais, Alexandre, quand moi je faisais des perquisitions en tant que chef de descente, c'était un des points que moi je relevais. J'étais un des seuls à le faire, malheureusement, mais on faisait un débriefing, et dans le débriefing, il y avait l'aspect psychologique dont on parlait. Et ça, pour moi, c'est ouais, important, et ça n'est pas assez souvent présent. ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des ripoux, des gens qui donnent une mauvaise image de la police, notamment en manifestation, maintenant qui filment, et qui donnent cette image générale de la police, alors qu'en fin de compte, il y a peut-être beaucoup plus, parce qu'on a entendu des slogans en manifestation très violents vers la police, ça doit vous faire souffrir quand vous entendez ça. Il y a aussi une dualité dont vous parliez. C'est vrai que moi, par exemple, dans une manifestation, à un moment donné, il y avait quelques casseurs, et j'ai dit en direct aux policiers, j'ai dit, mais vous allez foutre toute une manif en l'air, c'était au bout de la Cambre, alors que tous les gens sont pacifiques, alors qu'il suffit d'en arrêter quelques-uns. Évidemment, les anti-femmes sont tombés dessus en me disant que j'étais pro-flic, les autres disent que je suis anti-flic. J'ai dit, ils devraient se mettre d'accord entre eux, mais il y a vraiment il y a peut-être une mauvaise image de la police, il y a peut-être plus de bons flics que ce qu'on pense, Oui. mais on retient les images du flic qui casse la vitre de l'entrée de building et qui gaze. C'est un peu la difficulté, une autre difficulté de notre métier, c'est que qu'est-ce qui est visible, c'est l'aspect maintien de l'ordre, c'est les manifestations. Là, la presse est présente, on filme, et ce qu'on montre, ce n'est pas l'entièreté de la manifestation qui dure 6-7 heures, Mhm. mais ce sont les incidents. Et alors, si on a en plus de ça des images chocs, et c'est ce Que la presse aime bien. que la presse aime bien, et forcément, c'est l'image qui va rester dans la tête de la population, quoi. Et ils vont voir une population, une police violente, mais c'est aussi à nous à faire un travail par rapport à ça, et à dénoncer des comportements qui ne sont pas adéquats, et à faire en sorte qu'on ait une formation de nos policiers qui fait en sorte qu'ils ne réagissent pas comme ça. On doit accepter à un certain moment des gens en face de nous qui expriment une colère. Et on doit l'accepter. On doit accepter, même si c'est douloureux, mais on doit accepter de se faire insulter. On doit accepter parfois de ramasser un peu de peinture ou un objet. On est protégé pour Mhm. ça. Et je trouve qu'en plus de ça, le système de maintien de l'ordre en Belgique, enfin du moins dans les textes, est bien fait. Mais il faut pouvoir l'appliquer de manière correcte. Il faut que les gens soient formés. La formation n'est pas suffisante en Belgique. Enfin, c'est mon avis personnel de nouveau, hein. Et les politiques ont plus axé sur la répression que sur la prévention aussi. Je pense que notre société générale est plus axée sur la répression que sur la prévention. Quand on voit toutes les nouvelles lois, on ne parle jamais de prévention. J'en parlais encore ce matin. On entend que l'INAMI va offrir une séance de psychologue pour les gens dans le cadre du mal-être au niveau du travail, hein. Mais non, c'est mettre un sparadrap. Ce qu'il faudrait, c'est trouver la cause. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas bien? Et moi, je trouve que ça, ce n'est pas fait Ouais, suffisamment. ouais, ils font du palliatif, quoi, Voilà, comme d'habitude. voilà. Ils détruisent et puis ils essaient Voilà, de mettre des voilà. pansements, quoi. Et dans le cadre des lois, ben, on le voit encore, hein, on met des articles de loi qui disent taisez-vous ou vous ne pouvez pas aller contre les idées, hein. C'est le fameux article 548 du Code pénal là, qu'ils veulent mettre en œuvre. Enfin, je pense que c'est le 548. Mais c'est aussi l'article 4 qui a eu lieu en France. Et on sent vraiment que maintenant, on essaye de diriger les gens et ils peuvent pas. Ce n'est plus comme avant une limite droite, une limite gauche, c'est une ligne. Et tu dois Mhm. suivre la ligne. Est-ce qu'il y a une possibilité à un moment donné,
Et on a vu ça en manifestation, je crois qu'on a vu ça en France et en Espagne aussi, des policiers qui enlèvent leur casque. Les manifestants qui n'étaient pas anti-police disaient à un moment donné, mais la police avec nous, est-ce qu'il y a une possibilité un jour de basculement? Parce qu'ils sont aussi victimes de ça. Ils ont des maris, des femmes qui sont dans les soins de santé, qui n'ont plus de boulot, qui souffrent, des enfants qui ont dû se masquer à l'école. On se demande quand vont-ils, à un moment donné, dire, comme l'armée a pu le faire dans certains pays, mais non, on n'obéit plus à nos gouvernements, on obéit, on sert le peuple, en fait, puisque c'est ça leur fonction C'est ça, vraiment. Et c'est sans doute aussi pour ça que vous avez cofondé Police pour la C'est vérité. Oui, c'est pour ça qu'on existe. Hein. C'est pour avoir l'autre fléau de la balance. Dire, oui, ok, il y a ça, il y a la répression, etc. Mais attention, il y a aussi des gens, il y a aussi des policiers qui sont des vrais gardiens de la paix. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est pas parce qu'on voit toujours les forces de l'ordre en action qui sont pour moi plus des milices qu'autre chose. C'est pas parce qu'on les voit eux en action que tous les policiers sont comme ça. Le policier qui intervient tous les jours dans des conflits familiaux, etc., c'est un gardien de la paix. C'est pas un membre des forces de l'ordre, non, c'est un gardien de la paix. C'est quelqu'un qui est là pour garder la paix dans la société. Ça, et c'est le rôle que nous, on veut vraiment remettre en place pour nos collègues. Parce on sait très bien qu'ils se sentent très mal, pour beaucoup, ils se sentent très mal dans ce rôle de force de l'ordre. Beaucoup de burn-out chez la police, dans la police? Énormément. Énormément. Des chiffres? Ben, on peut prendre le chiffre français, Oui. avec les Ouais. 25 000 démissions des gendarmes. Et policiers Démissions? français. Démissions. Donc ils quittent complètement, quoi. Ouais. Quelque part, c'est malheureux, parce que je préfère Ouais, qu'ils restent et que ça... Quand les Ça se dégoûtés propage. restent, il ne reste plus que les dégoûtants, surtout. Voilà. Oui, et puis il faut quand même rappeler aussi que les policiers, c'est le reflet aussi un peu de la société. Hein. Donc ce sont aussi des gens qui travaillent, qui ont besoin de leur argent pour payer leur maison. Pour Oui, payer- ils sont et- pris dans le même cycle et infernal. Ils sont même pris dans le même cycle infernal. Et puis en plus de ça, il y a aussi à certains moments, et certainement dans le cadre des manifestations, où on travaille en unité, où on travaille en groupe. Et alors à ce moment-là, il y a une petite perte de l'esprit critique, Ouais. parce qu'on travaille en C'est groupe. c'est important d'expliquer comment ça se passe en manifestation, parce qu'il y a un chef d'unité, ils sont 9, je pense, C'est ça. il y a un policier qui m'a expliqué qu'il ne voulait pas aller justement en manifestation parce qu'il se retrouvait avec un chef d'unité qu'il ne connaissait pas. C'est comme ça que ça se passe, et qui pouvait lui donner des ordres auxquels il devait obéir, mais qui auraient été totalement contradictoires avec... Et donc il y en a qui n'aiment pas être en manif, parce que ça peut être très... Bien sûr. Moi, je les comprends. Hein. La manifestation, ce n'est jamais... ce n'est pas le plus bel aspect du métier de policier. Hein. Nos collaborateurs, ils sont assis parfois 6-7 heures dans un véhicule. Ouais. Et puis ils ont d'autres... Généralement, ils viennent d'unités... on n'a plus d'unités constituées comme les Français ont les CRS ou la gendarmerie mobile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment en Belgique. On travaille par exemple avec des policiers de zone, hein, ou des policiers fédéraux, mais qui sont détachés dans les provinces. Et quand on a un policier de zone qui vient en manifestation, c'est vrai que généralement, il ne connaît pas vraiment soit son chef de section, soit son commandant de peloton. Donc ça crée effectivement, je vais dire, un petit stress. Comment est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un bon chef? Est-ce que c'est pas un bon chef? Est-ce que je peux lui faire confiance? Pas confiance? Et donc ça, c'est le premier aspect. Et puis en plus de ça, lui, il pense aussi, oui, mais j'ai encore 4 PV à rédiger, j'avais un rendez-vous pour aller régler un problème, et puis tout ça, ça rentre dans sa tête. Et on lui dit, ah mais non, tu vas à Bruxelles, tu vas à Namur, tu vas à Liège, tu t'occupes de matière. Dans des endroits qu'il ne connaît pas, avec dans des des gens endroits qu'il connaît C'est vraiment pas et- la police de proximité comme... Non. Et voilà. Et donc, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. On a même ça dans les quartiers aussi, parce que je me souviens quand j'étais gosse, il y avait plus de policiers qui, j'ai l'impression, qui étaient plus souvent sur place, qui connaissaient le coin, alors que maintenant, par exemple, dans des communes de Bruxelles, il y a beaucoup de néerlandophones qui viennent de tout à fait ailleurs, qui connaissent pas. On est beaucoup moins dans cette police du policier à pied qui connaît le quartier, qui connaît les gens, qui connaît le gosse, qui dit écoute, allez, fais gaffe, rentre à la maison, sinon je vais aller voir ta mère. Qui rentre... Quick et fluke. Ouais, c'est ça. Oui, mais on rigole avec ce genre d'image, mais moi je trouve que c'est vraiment ça qu'on devrait... Ouais, parce que c'est pas la répression. C'est pas de la répression, c'est au contraire, on en arrive. Mais évidemment, la prévention, c'est un système qui coûte cher et dont on ne voit pas le résultat. Parce que ce n'est pas chiffrable.
Ce n'est pas chiffrable. Pourtant, il y a du résultat. Et c'est pourtant, évident. il y a du résultat parce que ça pourrait permettre de renouer des contacts avec certaines communautés, avec certains groupements, et ça permettrait toute une série de choses. Moi je ne rêve que de revenir à cette police de proximité et d'avoir effectivement des policiers qui peuvent se promener, mais on leur donne aussi une charge administrative Mais comme tous, ouais. aberrante, quoi. Mais ils devraient pouvoir se promener. Il y a une fête de quartier, Évidemment. ils devraient pouvoir y aller, être présents. Et pas présents de manière je fais la circulation. Non, on va être présent dans les gens. Et, enfin, C'est intéressant cette surcharge administrative parce que c'est la même chose chez les agriculteurs, c'est la même chose chez les enseignants, c'est la même chose chez les policiers. Et on en a encore discuté pas plus tard qu'avant-hier avec une collègue qui est en activité en tant qu'agent de proximité. Elle dit, moi, on me donne tellement de boulot sur le côté que je n'ai plus le moyen de faire correctement mon boulot. Et ça, c'est... Il y a aussi des boîtes d'audit extérieures dans la police, style McKinsey, Boston Consulting Group ou des trucs de Deloitte qui prennent des décisions. Non. Ou, Non, c'est en interne. Mais par exemple, il faut savoir que pour pouvoir être chef de corps ou passer comme divisionnaire, on a dû passer un assessment. Et l'assessment, il est organisé par qui? Ben, justement, par des boîtes comme Deloitte, McKinsey. Tiens. Donc, ça veut dire qu'à un Ils certain sont moment, quand même là, quoi. il y a un certain formatage quoi, dans les gens qu'on choisit. Ouais. Et c'est vrai que on a cette... mais ça fait déjà, je dirais, plus d'une vingtaine d'années, où on a une évolution où il faut tout chiffrer. Et ça, il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer. Il y a des choses qui ne doivent pas être chiffrées. Mais ici, tout doit être chiffré. En néerlandais, on dit meten is weten. Hein, donc mesurer, c'est savoir. Ouais. Mais il y a un moment, celui qui est dans son quartier et qui arrive Ouais, à dire celui qui est dans son quartier et qui arrive à résoudre un problème parce Il doit le noter sur papier après, quoi. il doit le noter, il doit faire alors qu'avant, il aurait peut-être résolu le problème comme ça. Et voilà, c'était pas visible. Mais maintenant, il faut tout justifier, il faut tout, et on en arrive à une politique du chiffre, hein, même dans le cadre de la pandémie. C'est ce qu'on m'a reproché aussi, c'est d'avoir dit qu'il y avait une politique du chiffre. C'est vrai qu'il n'y avait pas une politique du chiffre en tant que telle, mais on devait quand même faire un relevé du nombre de procès-verbaux et du nombre de notre activité sur le terrain. Et alors, Donc c'est celui qui en coince le plus qui a la médaille. ben, heureusement, nous autres, on n'est pas intéressés financièrement au nombre de PV, ce qui existe dans d'autres pays. Hein. Mais à un certain moment, il y avait des chefs, je le dis hein, franchement, qui poussaient leur personnel à verbaliser parce que, voilà, et tu as vu, moi j'ai fait autant de PV. Et quel est le but? Quel est le but? Moi j'ai toujours dit, c'est pas avec un procès verbal qu'on va empêcher un virus de se propager. Hein. C'est pas possible. Hein. Je suis désolé. Ça a vraiment créé une haine envers la police. Comment on va pouvoir réparer ça c'est-à-dire, les tensions étaient déjà fortes entre la population et la police. Est-ce qu'ils vont vers une police de proximité? Je pose la question, j'ai déjà la réponse. Est-ce qu'ils sont en train d'aller vers autre chose de mieux? Nous, on a des propositions. Au niveau de PPLV, on a des propositions. Et ces propositions vont dans le sens de la police de proximité, du gardien de la paix. Vous pouvez déjà en proposer parler de quelques-unes, elles sont sur le site, je suppose, ou bien... Non, pas vraiment, parce que ce sont d'abord des discussions entre nous. Il faut quand même bien comprendre on sait bien que la société ne peut plus continuer à vivre comme ça. Ah non, là on est Donc on sait très bien qu'il va y avoir un changement de paradigme à un moment donné, et il faut le préparer. Moi, c'est ce que j'ai toujours lors de nos conférences, parce que ça, c'est un des instruments qu'on peut avoir pour rapprocher la population des policiers, de sa police. C'est de leur dire, écoutez, préparez l'avenir, préparez l'après. On sait qu'il va y avoir un changement. Je me fous de savoir, mais ça va arriver. Ça peut plus durer, hein, tout va mal, tout craque partout. Voilà. Donc, nous, on dit, ok, au niveau policier, on a des propositions pour l'avenir. On ne va rien imposer, on propose. Celui qui veut venir chercher nos propositions, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Et ce sont des propositions qui vont dans le sens, comme je disais, gardien de la paix,
police C'est de un beau, proximité. c'est un beau nom en plus, un gardien de la paix. Oui, Moi, oui, j'adore. tout à Par fait. rapport à force de l'ordre. Oui, mais, C'est- mais il faut savoir qu'en en France, le gardien de la paix, ça existe. Hein. C'est prévu, c'est un des grades. Hein. Gardien de la paix, c'était un des grades de la police nationale. Et alors, pour compléter ce que dit Philippe, on ne va pas non plus révolutionner, donc tout mettre par terre, parce qu'on a des textes qui sont existants. Qu'on ne respecte pas aussi. Hein. Mais voilà, c'est ça le problème aussi. Donc il y a peut-être à mettre en place des mécanismes pour faire appliquer ces textes de manière correcte, compréhensible, de la part de la population. Et alors moi je trouve que, enfin déjà c'est prévu dans notre fonction, c'est le rendre compte, la transparence, et ça, on doit être encore beaucoup plus dans le rendre compte, dans la transparence. Pourquoi est-ce qu'on prend telle mesure? Pourquoi, moi je regrette, même nos autorités doivent être transparentes et doivent évidemment. expliquer à la population. Oui, mais On parlait de Vandenbroek, de Van der Linden qui veulent pas. voilà, C'est incroyable. Quel exemple ça donne alors qu'on demande, alors qu'on a verbalisé des gens en rue. oui, oui. Ouais. Et Donc, que nous devons rendre compte en tant ouais. que policiers. Nous, on doit rendre compte Ouais, chaque on année. doit rendre C'est extraordinaire. Rédiger un rapport et rédiger un procès verbal, c'est rendre compte, quoi. Ouais. Et je trouve que même vis-à-vis de la population, quand on fait une intervention, on doit rendre compte. On doit dire pourquoi on le fait. Ouais. On a demandé à des policiers de verbaliser des gens qui n'avaient pas le masque en rue. Je me souviens, je me promenais un jour pour aller vers la forêt et je vois une voiture de police qui passe. Ils n'ont rien dit. Ils ont juste regardé. À l'époque, j'ai encore mis le masque, je ne le ferai plus. Mais je me suis dit, mais quelle violence! Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Alors, il y a sans doute des pervers qui prennent plaisir à ça, certains policiers, parce qu'il y a des vicieux partout, hein, on le sait, qui utilisent leur fonction comme un enseignant, je veux dire, je veux dire, avec certains enfants, être d'une violence symbolique. Mais la plupart, ça devait pas leur faire. plaisait Ils pas. savaient en plus que c'était absurde de demander de mettre un masque en rue. Il y en a qui étaient convaincus que c'est... Parce que, Ouais, il y en a qui- comme dans la population, il y en a qui sont convaincus que tout était bon et qu'il fallait le faire, quoi. Donc, moi, je ne le reproche pas parce que c'est une manière de voir les choses. Le problème, c'est la manière dont on leur a expliqué. Et puis, il n'y a pas eu de contre... Ben oui, voilà. de contre-idée. Mais évidemment, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas d'assemblée à la police, je suppose, des sortes d'assemblées de discussion où chacun donne son avis. Donc c'est peut-être que si certains policiers avaient entendu des arguments, nous on a fait un article par exemple sur le masque, Louis Fouché a écrit un article avec toutes les études qui montrent que c'est une absurdité dans la plupart des cas, sans doute que ces policiers auraient été plus nombreux à dire... Mais on a des organismes qui sont prévus pour, hein, normalement, pour pouvoir les informer de ce genre de choses. Et ils n'ont pas été dans le sens de l'information, ils ont plutôt parfois été dans le sens de... On applique les mesures et on impose des mesures même... je vais donner un exemple. Hein, à un certain moment, dans les bâtiments de la police, on devait monter par un escalier et descendre par l'autre, quoi. Excusez-moi. Ouais, c'était partout, c'est vrai. Ou bien dans les marchés en rue avec le sens des passants, je dirais. Non, mais tu vois, par exemple, il y a quand même des études qui ont été faites. Il y a un rapport qui a été fait en 2008 concernant la gestion des pandémies. C'était international, Ouais, même ouais. au niveau européen, même en Belgique. Isabelle Duchâteau y a participé, elle est tout à fait d'accord avec nous. Ce rapport était à l'inverse. On dit vraiment qu'ils ont pris le rapport et ils ont fait tout l'inverse de ce qu'il y avait dans ce rapport. C'est le rapport du Sénat français? C'est le rapport de la Ouais, France. ouais, en 2009, oui, Mais il est c'est excellent. incroyable. Il est quoi. élu par les patrons de Pfizer, à mon avis. Oui, mais il était bon. Mais il était bon. C'est des plus grands, allez, c'est des plus grands professeurs du monde entier qui ont fait, enfin, qui ont donné des conseils et n'ont jamais été respectés. Non, ils ont Waouh, plutôt pris en considération ce qu'il fallait mieux faire la fois d'après, notamment ne pas permettre aux médecins généralistes de soigner leurs patients, quoi. On parlait aussi qu'on va de plus en plus vers des lois liberticides. Oui. De nouveau, la police va être en porte-à-faux par rapport à ça, puisqu'elle va devoir appliquer des lois qui vont contre la liberté des gens. Oui. Mais le problème de nous, c'est une question de formation. Quand un policier va être en formation, qu'est-ce qu'on va lui expliquer, quoi? La manière dont on va lui expliquer. Est-ce qu'il va encore pouvoir avoir son esprit critique? Ou est-ce qu'on va lui demander d'appliquer bêtement la loi et de dire, voilà, et t'as pas à réfléchir? Et moi, je trouve ça dommage, quoi.
contraire, le policier, c'est la personne qui doit réfléchir, qui doit comprendre la situation et qui doit se dire, est-ce que j'agis ou je n'agis pas? Et puis, enfin, moi je trouve qu'il y a toute une série d'éléments. Même les enseignants, ils devraient réagir par rapport à ces lois liberticides. Ça part de là. Hein. C'est l'enfant, c'est le jeune, et il n'y a pas de discussion. Et peut-être que les policiers devraient se mettre avec les enseignants Bien enseignants sûr. avec les pompiers, etc., Bien etc., sûr. avec les soignants. Oui. Parce qu'on a toujours des manifestations où c'est des corps constitués comme ça, où les enseignants d'un côté, on fait tous partie d'une même population. Tu sais, par exemple, nous, on est des conseillers au sein de l'Ordre universel des praticiens de la santé, L'OUPS. de l'OUPS de l'Alain. Ouais. Pourquoi moi j'ai accepté de participer à ça, tout comme Manuel Herbin, Le c'est professeur qui le était professeur qui était envoyé de manière totalement qui était scandaleuse. renvoyé, ouais. Ouais. En fait, on a en idée, tous les trois, aussi bien Emmanuel que Alain que moi, il y a 3 piliers fondamentaux dans la vie des gens. Il y a la sécurité, il y a l'enseignement, il y a le médical. Ça, c'est 3 piliers fondamentaux. Et on aimerait bien avancer tous dans le même sens, dans ce sens de retrouvons le bon sens. Le bon sens, il est totalement perdu. Donc il faut retrouver ce bon sens et travailler en parallèle à retrouver ça, ben, c'est un des buts de l'OUPS. Voilà. Et moi, je participe vraiment à ça parce que c'est Ce qui fait un beau boulot très aussi. motivant. Alors, un policier, 2 questions. Des policiers qui nous entendent. D'abord, comment ils pourraient entendre cette interview? Comment on pourrait faire, quoi, je veux dire, c'est moi le média qui pose la question, mais on est tellement censuré. Est-ce qu'il y a des canaux qui vont plus toucher les policiers? Bon, il y a Police pour la vérité, mais est-ce que c'est fort connu dans la police? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire pour faire connaître Police pour la vérité? Et s'ils nous entendent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que des policiers peuvent faire? Parce que ça aussi, c'est un problème de la société. On se sent tous tout seuls dans notre petite bulle. Parce que je sais qu'il y a des gens à RTBF, des journalistes, on n'a pas parlé des journalistes aussi, mais des journalistes à RTBF qui aimeraient bien faire du bon boulot et qui sont en train de périr, de flétrir dans un coin mis au placard. Qu'est-ce qu'un policier tout seul qui entendrait cette interview, s'il la reçoit, peut faire, quoi? Rejoindre Police pour la vérité? Rejoindre Police pour la vérité, ça c'est certainement. En tout cas, on sera là pour l'accueillir, pour l'aider, pour le soutenir, pour le réconforter aussi, parce que c'est être un peu dissident ou être un peu différent au sein de la police, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours Non. évident. Je veux bien croire. Moi, je dirais aussi que il doit agir en tant qu'être humain, en tant que personne, et il doit avoir cette réflexion de se dire, moi, je ne travaille pas pour être contre quelqu'un. Je travaille pour aider quelqu'un. Et donc, dans son travail quotidien, il doit intégrer ses idées, ses propres idées, et il doit travailler dans ce sens-là. Alors, c'est pas facile tous les jours, hein, je le sais bien, parce que ça a été un peu mon leitmotiv à moi, c'est de travailler, mais de garder en tête. On avait à un certain moment une expression, c'était la répression sélective modulée en matière de roulage. Et donc on donnait Répression sélective modulée. Modulée. Ça, c'est du McKinsey. Non, c'était Non, bien avant. non, C'était bien ça- avant. ça C'était bien sent. avant. Ça sent. Mais celui qui avait inventé ça, je pense qu'il est parti chez McKinsey. Ouais, c'est possible. Mais c'était bien avant. Mais l'idée n'était pas mauvaise en soi, c'était de dire, c'était principalement en matière de roulage, c'est on punit le comportement qui est vraiment déviant, Ouais, qui est très dangereux. qui est très dangereux et ou la personne qui ne comprend pas. Et si on expliquait que la personne changeait de comportement, ben, on ne mettait pas de procès verbal. Le problème, c'est que maintenant, il y a les chiffres, et puis il y a les automates, et ça ne va pas. Donc moi, je dirais, le policier qui est d'accord avec nous, il doit, dans son travail quotidien, garder ces valeurs-là. Peut-être moi se je le lever fais. tous les matins en se disant qu'on est un gardien de la paix. Voilà, tout à fait. Bien, oui, c'est vrai, c'est vraiment le slogan, nous sommes des gardiens de la paix. Nous sommes des gardiens de la paix. Et ça, c'est très important. Alors, comment la visibilité? Ben, on est victime, comme les médias indépendants, on est victime d'une certaine invisibilisation. Je ne pense pas que je pourrais me permettre d'aller auprès du commissaire général et demander est-ce que tu veux bien me prêter une salle et que je puisse faire venir 600 ou 700 policiers pour que je leur explique ma manière de penser. Je pense que ça ne Est-ce qu'il y a des fonctionne hauts pas. gradés qui sont de votre côté? Il y en a. Il y en a quand même. Il y en a, mais voilà, c'est comme tout.
vont rester discrets, malheureusement. Donc il y a des gens qui rejoignent Police pour la vérité, qui sont discrets et qui ne disent même pas à leurs collègues qui sont à Police Ah pour la oui, vérité. tout à fait. Des policiers qui osent se montrer, on n'en aura pas beaucoup. On n'en aura pas beaucoup parce qu'ils vont probablement être mis au banc de leurs collègues. Il y en a qui vont accepter, et puis est-ce qu'ils ne vont pas faire l'objet aussi, à un certain moment, de certaines pressions en disant « Oui, mais attends, et qu'est-ce que tu racontes et pourquoi tu fais ça ?» Écoute, on va parler de Police pour la vérité d'une manière générale, puisqu'on a nos collègues français aussi. Au niveau du bureau, on est entre 8 et 10. Dans les 8 et 10, il y a des citoyens, il y a des pompiers, il y a des policiers, mais tous les policiers sont pensionnés, tous, sans exception. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le risque dont on parlait aussi, de perdre leur boulot, de perdre Exactement. leur salaire. Voilà. Ils ont peut-être fini de rembourser leur prêt, c'est le même cercle. Mais par exemple, tu vois, dans le cadre de ma procédure disciplinaire, il y a eu à un moment une phrase dans un des rapports qui dit oui, mais votre devoir de réserve, vous devez le garder même après, même pendant la pension. Attends, non, moi je suis libre maintenant. Je suis libre, c'est bien pour terminer. En tout cas, on sait qu'à la police, il y a des gens qui suivent Kéros. Ah oui, Ça, c'est bien. certain, oui. Prenez un Kéros, posez-le sur la table de votre tu sais, boss. Mais tu sais, oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à des citoyens, c'est de parler de nous dans les commissariats. Évidemment. De distribuer nos folders, etc. Laisser un petit flyer comme ça. C'est ça. Et quelque part, on peut faire la même Un chose petit avec autocollant Kéros, dans hein. l'ascenseur. Voilà. Voilà. Oui, mais on peut faire la même chose avec Kéros et laisser des gens avec Kéros. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Non. Vous êtes aussi un gardien de la paix. mais sincèrement, on a eu, dans les conférences qu'on a faites, dans les rencontres qu'on a eues avec les citoyens, au départ, c'est vrai qu'il y a une certaine animosité vis-à-vis de nous autres. Et qu'est-ce que la police vient faire ici? Et puis après le discours, ils ont compris, ils changent et puis ils disent oui, c'est vrai, vous avez raison. Et ils deviennent presque des supporters pour nous autres. On est en contact avec le syndicat des Gilets jaunes, on est en contact avec des gens qu'on n'imaginerait même pas qu'un policier puisse avoir contact. C'est terrible, quoi. Voilà, dépasser les idées reçues. Hein. Tous les policiers ne sont pas méchants. Hein. Voilà. Voilà 2 bons flics qu'on a reçus ici. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Et on Alexandre. continue ensemble, évidemment, Bien entendu. à essayer de changer cette société malade, Bien entendu. mais qui contient tellement de belles choses. D'ailleurs, il fait beau aujourd'hui. Oui. Ça faisait longtemps. Merci. Merci Alexandre. Merci.